Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, je suis très heureux de vous retrouver après 3-4 semaines de pause depuis les championnats du monde. Bref, on avait besoin d'un petit peu de repos, les grimpeurs aussi visiblement, puisqu'il s'est pas passé énormément de faits marquants, de grosses ascensions, de grosses avancées dans les projets, pas non plus beaucoup de compétitions. Ceci étant, il s'est passé pas mal de faits insolites et c'est peu dire que le monde de l'escalade a l'air de partir un petit peu en sucette. On vous raconte tout ça, c'est parti. Ah oui, et j'ai déménagé aussi. Eh oui, eh oui. News numéro 1, il y a presque un mois maintenant se sont déroulés les championnats du monde d'escalade de Séoul 2025, l'événement majeur de cette saison où tous les meilleurs athlètes étaient réunis. Autant vous dire qu'on attendait ça avec impatience et on a été servi puisqu'on a eu des Français on fire, des scénarios de dingue, des finales magnifiques et s'il m'a fallu un mois pour récupérer mon sommeil, eh bien ça valait le coup. Alors déjà on commencera par le para-escalade qui aura vu les athlètes français déferler sur le monde. D'abord en déficient visuel B1, Nicolas Moineau aura réussi à accrocher une médaille de bronze, tout comme sa compatriote Elsa Boutel-Ménard en B1 femme. En déficient membre inférieur, Thierry Delarue remportera le titre de champion du monde après une large victoire sur le japonais Shuei Yuki, tout comme Lucie Jarige, immense favorite chez les femmes, même si sa dauphine Sarah Larcombe terminera à seulement 5 prises. En déficient membre supérieur maintenant, Solène Piret aura mis un immense parpaing à la concurrence en AU2, ou en tout cas c'est comme ça que j'appelle une victoire par 20 prises d'écart, alors qu'Oriane Ilpide obtiendra le bronze en AU3. Enfin en force, stabilité et amplitude limitée, en RP1, Aloïs Potier aura aussi fait honneur à son statut, devenant champion du monde devant l'allemand Corbinian Frank pour seulement 2 prises, ce qui nous donne un total de 7 médailles pour la team tricolore qui ouvrait parfaitement ses championnats du monde français. Ensuite, c'était au tour de la vitesse de faire le show. Chez les femmes, on aura été assez avare en surprise avec un classement quasiment identique à celui des qualifications et une victoire de la polonaise Alexandra Miroslav, mais surtout un nouveau record du monde de cette dernière avec un temps de 6,03 qui succède donc à elle-même pour la 11e fois consécutive, probablement en hommage au gouvernement Macron. Pas de politique, on a dit pas de politique, on arrête de perdre des abonnés bêtement. On arrête. De l'autre côté, chez les hommes, des surprises, il y en aura eu avec la chute de l'américain recordman du monde Samuel Watson dès les quarts de finale, une chute qui permettra au chinois Zhang Guolong de l'emporter en patron devant l'allemand Leander Karmans et l'américain Zach Hammer dans une épreuve dont le principal sujet aura malheureusement été l'absence incompréhensible de la fédération indonésienne dont certains des grands favoris au titre comme Vedrick Leonardo ou Kiromal Khatibin. Alors c'est un sujet très touchy qui n'a pas beaucoup été abordé par les médias et pour cause c'est pas très réjouissant et surtout lourd de conséquences quand on en parle. Je vais vous en parler, c'est ce qui se murmure en coulisses. On soupçonne l'équipe indonésienne de dopage. Alors évidemment, j'ai pas de preuves, personne n'en a, mais forcément quand toute une fédération favorite d'un événement se retire pour la seule cause de se préparer pour la saison prochaine, ce qui n'a littéralement aucun sens, et bien forcément ça laisse planer ce genre de soupçons. Enfin bref, peu importe, je ferme la parenthèse sur ce sujet puisque j'ai pas beaucoup d'éléments enrichissants à vous apporter là-dessus. Par contre, maintenant on passe à la difficulté femme, et ça, si je ne suis pas le meilleur pour vous en parler, je passe la parole à... Bonjour à tous mes amis et bienvenue pour ce tuto cuisine avec Gros-Doux. Aujourd'hui je vous apprends à cuisiner la concurrence de Yania Grimbret en difficulté. Alors pour cela c'est très simple, il vous faudra simplement une pâte brisée et un rouleau à pâtisserie en boîte de préférence. Pour commencer, rien de très compliqué, vous disposez votre pâte brisée sur le plan de travail, vous saisissez de votre rouleau à pâtisserie et vous écrasez comme ça, vous écrasez bien, vous appuyez bien fort. Et oui, car comme attendu, la Slovène l'aura largement emporté dans cette épreuve, s'offrant un 3e titre de championne du monde de difficulté dans des proportions assez larges, avec une avance confortable sur sa dauphine Rosa Rekar, une dauphine surprise de la compétition alors qu'elle n'aura cessé de monter en puissance cette année, et ce malgré un petit litige sur le dernier mouvement, alors que la Slovène tombait sur la même prise que la Coréenne Chae Yoon-seo, mais les juges valorisaient alors sa méthode plus statique. En difficulté homme, c'est le Coréen Do Yoon Lee qui créera une petite surprise à domicile en battant tous les cadors de la saison et en terminant devant les 2 japonais Satone Yoshida et Teisei Oma, alors que le favori Sorato Enraku aura lui chuté dès les demi-finales. Enfin, on termine la semaine avec le bloc et le bloc féminin. Alors pour la concurrence de Yania Grimbret en bloc, c'est très simple, vous prenez la concurrence que vous avez préparée pour la difficulté, vous la posez sur votre plan de travail, vous rajoutez Oriane Berton, vous la posez dessus et vous écrasez comme ça.
Et oui, car si encore une fois la Slovène l'aura emporté, elle aura dû livrer bataille jusqu'au bout face à la Française, Oriane étant même devant avant d'entamer le dernier bloc. Malheureusement, celle-ci manquera le top lors de ses 2 essais à un cheveu de la victoire, mais se contentera d'une très belle médaille d'argent. Un scénario qui se reproduira chez les hommes, alors que le français Mejdi Schalk restera au coude à coude avec le japonais Sorato Enraku et le coréen Do Yoon Lee durant toute la finale, mais devant juste avant l'ultime tracé, il ne parviendra pas à entériner sa victoire avec un top et verra Sorato Enraku lui passer devant au tout dernier moment et au terme d'une finale magnifique. Et d'ailleurs, je profite de la fin de ces championnats du monde et presque de cette saison compétitive pour vous faire une petite annonce. Vous l'avez vu, vous le revoyez aujourd'hui, j'ai pu obtenir les droits de diffusion de certaines images des compétitions IFSC. Voilà, c'est génial, donc je mets une image là, je vous en mets une là, 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 ici, ici, allez, une image, encore une image pour tout le monde, j'adore les images. J'ai donc engagé un début de collaboration avec Eurosport pour réussir à vous diffuser des résumés de compétition. Vous l'avez vu, c'est une vidéo sur les championnats du monde qu'on a fait en copost, qui sera une nouvelle fonctionnalité YouTube. On va essayer de perpétuer ça pour la saison prochaine. La vidéo que vous avez vue sur les championnats du monde n'était qu'un test qu'on a fait au tout dernier moment. Voilà, ça s'est passé très très vite et on a dû improviser, on était encore très limité en images, donc forcément la qualité n'est pas encore exceptionnelle, mais pour l'année prochaine ce sera beaucoup plus facile puisque on devrait pouvoir résumer compétition, discipline par discipline avec peut-être même un peu plus d'images, bref je sais rien, je m'avance un peu beaucoup, mais en tout cas il y a un truc qui s'amorce et ça peut être très sympa pour l'année prochaine, donc voilà. News numéro 2, vous savez, une grosse partie de ce que j'aime avec l'escalade, c'est que c'est un sport simple, qui nous renvoie un peu à nos racines, grimper à même la roche sans véritable d'autre raison que la curiosité de l'exploration et du chemin parcouru, la beauté d'une méthode, le contact avec la nature et... The only thing left to do is climb the route in the sky. Et là, la nature, vous l'écrasez la nature, vous l'écrasez bien. Et oui, vous l'avez sûrement vu dans les news, le Slovène Domen Škofić, ancien vainqueur du classement général de la difficulté, a réalisé avec l'entreprise Red Bull un défi assez fou, grimper sur les ailes d'un avion en plein vol. Pour cela, un tracé de cotation 8A aura été ouvert directement sur la carlingue de l'avion, avec des prises créées par le père de Domen, ce qui, selon mon avis, est un critère de maltraitance parentale dans au moins 143 pays à travers le monde, mais passons. En tout cas, ce n'est pas le premier défi Red Bull de ce genre auquel participait le Slovène, et on se rappelle notamment de 360 Ascent, l'ascension d'une cheminée de 360 mètres en grande voie où il avait à l'époque fait équipe avec Janja Garnbret. Sauf que cette fois-ci, les critiques se sont fait vives à l'égard du grimpeur, avec notamment un article incendiaire du magazine Grimper et des réactions assez chaudes sur les réseaux sociaux. Des critiques qui ciblent plusieurs points, en commençant par le plus évident, l'écologie. Alors forcément, voir un athlète grimper sur un avion, centre de toutes les critiques actuelles, ça fait grincer. Ceci étant, il faut noter que l'avion utilisé est en fait un planeur, censé être un moyen écologique de profiter des plaisirs de l'aviation. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, vous imaginez bien que je ne suis pas un expert en planeur, je ne suis donc pas allé me renseigner assez pour vous indiquer que l'avion utilisé est en fait un modèle désaffecté appelé L-13 Blanik, inventé par Karel Lully en 1956 et manufacturé à partir de 1958 par l'entreprise LED avant d'être adopté par l'URSS en tant que motoplaneur expérimental biplace de construction semi-monocoque et métallique avec des profils laminaires NACA équipés d'un turboréacteur T-J100 de PBS disposant d'une puissance de 1,0 kN. Tout ça pour un épisode de 15 minutes. Ce serait con. Enfin, blague à part, malgré cette utilisation d'un planeur, il est évident que l'impact de l'opération n'est pas neutre, surtout que c'est bien un autre avion qui est utilisé pour tracter ce dernier dans les airs, mais ce qui fait encore plus grincer des dents, c'est l'image véhiculée par l'escalade auprès du grand public. Un exploit inutile pour beaucoup et qui, sous prétexte de chercher à repousser les limites du sport, n'est qu'un coup marketing pour une entreprise de vente de boissons énergisantes. Quant à lui, Domen aura tenu à répondre à ces critiques dans un post Instagram avec un long texte expliquant que pour lui, les likes et les vues ne sont en rien une fin en soi et que seul l'attrait sportif de la performance l'intéressait. Tout cela, je vous laisse juger par vous-même. News numéro 3. Alors, vous avez peut-être trouvé que grimper sur un avion était incroyable, impressionnant ou au contraire pas très utile, offusquant, voire même piétinait ouvertement les valeurs de la grimpe. Eh bien attendez, j'ai beaucoup mieux puisque, tenez-vous bien, Alex Honnold, le grimpeur américain star de la pratique du free solo, vient d'annoncer qu'il grimperait en 2026 et sans protection un immeuble de 500 mètres à Taïwan et tout ça rediffusé en direct sur Netflix.
Alors Alex Honnold, vous le connaissez, superstar de la pratique du solo intégral, cette discipline qui consiste à grimper sans corde ni protection et où la chute est synonyme de mort quasi certaine. L'américain de maintenant 40 ans est surtout connu pour avoir enchaîné sous cette forme d'escalade la voie freerider sur El Capitan, une voie haute de 1000 mètres. Depuis, si Alex est devenu une personnalité incontournable de la planète escalade, il n'a pas raccroché, bien loin de là, et se fend toujours assez régulièrement de solos assez impressionnants. Pas toujours pour la cotation, mais plus souvent par la longueur et l'endurance requise pour les réaliser. C'est donc dans un nouveau registre, celui de la grimpe sur gratte-ciel, qu'Alex aura prévu de réaliser son prochain exploit, après une annonce qui n'aura clairement pas plu à tout le monde. En effet, cela fait quelques années maintenant que le free solo est régulièrement la cible de critiques de la part des grimpeurs. Forcément clivante, de par son rapport à la mort, la discipline a toujours été tacitement acceptée, tant qu'elle restait l'œuvre de quelques marginaux. Problème, depuis quelques années, et le mariage naturel des disciplines les plus extrêmes et des médias, le free solo a perdu son aspect intimiste, provoquant de vives réactions de la part du public, et on ne se rappelle que trop bien le tollé reçu par Seb Boin, falaisiste français, pour s'être essayé à la pratique l'année dernière. Sauf que si à l'époque Seb avait entrepris la démarche sans aucune ambition de gratification financière ou de reconnaissance quelconque, eh bien ici le ton est radicalement différent. Prévoir une ascension en free solo sur un immeuble, filmé et diffusé en direct sur Netflix, c'est amener l'escalade dans le domaine du spectacle. Un divertissement pour grand public, mais un divertissement qui joue avec la mort. Bref, tout ça nous amènerait dans une véritable réflexion philosophique qui demanderait à elle seule une vidéo entière, et spoiler, je ne vous en dis pas plus sur le sujet, parce que ça me donne bien envie d'y mettre mon nez. News numéro 4, vous n'avez pas les thunes pour acheter un planeur, vous n'avez pas le courage de gravir des immeubles en free solo, eh bien vous êtes pitoyablement normal, mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai une solution pour vous, utilisez un vélo ou tout autre moyen de transport à mobilité douce. Et pour ça, ça tombe bien, car le premier topo guide pour partir grimper à vélo, bus et train est sur le point de sortir. Un ouvrage écrit par Florian Garibal, déjà disponible en précommande sur la plateforme de crowdfunding Ulule et intitulé Escalade autour de Grenoble. Alors comme dans un topo classique, vous y retrouverez l'essentiel de ce que vous cherchez, à savoir le tracé de 89 grandes voies et de 41 secteurs autour de Grenoble, mais également 90 pages de guide vous expliquant comment le faire en bus, vélo et train, en plus d'interviews de grimpeurs professionnels ou de témoignages inspirants de pratiquantes. Le livre est d'ailleurs préfacé par Éline Leménestrel, grimpeuse de haut niveau et grande précurseuse du concept, et petite cerise sur le gâteau, le topo a été illustré par Fanny Odiger, aquarelliste et illustratrice, ce qui, je vous l'avoue, place directement ce topo dans les plus beaux que j'ai jamais vus et de très loin. Mais vraiment, hein, regardez, on va jouer à un jeu. Ça, c'est une partie de ma collection de topos d'escalade. Bon, l'autre, je peux pas vous la montrer parce qu'elle soutient mon téléphone. Je vais en prendre un et je m'arrête dès qu'on trouve quelque chose de beau. Ok, on va pas faire ça. Je vous renvoie donc au lien vers la campagne en description, et attention, ce sont les 2 derniers jours de la campagne, donc n'hésitez pas à aller le précommander dès maintenant, parce que dans 2 jours ce sera trop tard, et si c'est trop tard vous ne pourrez plus, et ce serait dommage, donc moralité, mieux vaut le faire maintenant que plus tard. Et dans le reste des news, la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, la FFME, vient de publier un article que je jugeais bon de vous partager, un tableau comparatif sur les différents systèmes d'assurage en circulation. Alors vous le savez peut-être, mais en escalade pendant des années, il n'existait que peu de systèmes d'assurage différents. Parmi les plus utilisés à leur époque, on pourra citer le 8, aujourd'hui déconseillé par les structures officielles, puis les dispositifs de type tube comme le Reverso, ou enfin plus récemment les appareils à poignée de descente comme le fameux Grigri. Sauf que si ces modèles sont les plus connus, il en existe maintenant des dizaines avec des méthodes d'assurage qui leur sont propres. Et justement, ce tableau de la FFME vient vous donner toutes les informations nécessaires à leurs usages, avec notamment leurs différentes méthodes d'assurage. Et oui, et ça va peut-être vous surprendre, mais si la plupart des grimpeurs ne connaissent qu'une ou 2 façons d'assurer en tête, eh bien la FFME recense, elle, dans ce document, 7 gestuelles différentes d'assurage en tête et 5 variantes pour la descente. Tout ça accompagné de plein de détails, comme par exemple les différents types de mousquetons adéquats à utiliser en fonction de chaque dispositif, ainsi que des liens vers des tutoriels créés par les fabricants des dispositifs, souvent en manque de visibilité. En bref, un véritable must de l'assurage dans un sport qui a tendance à exploser, mais où la diffusion du savoir reste assez limitée, et c'est pour cela que je vous invite fortement à aller le consulter et vérifier que votre méthode est bien adaptée à votre appareil, le lien est en description. Toujours dans le reste des news, et si on faisait un petit passage en Finlande maintenant? Vous le savez, c'est là-bas que se trouve le premier 9 à bloc au monde, Burden of Dreams, et si aujourd'hui le bloc compte déjà 5 ascensions, il reste toujours l'un des enjeux majeurs pour tous les protagonistes du bloc mondial, légendaire de par sa difficulté, mais aussi son aura, sa difficulté d'accès, ou encore son premier mouvement extrême. Et bien cet automne, 2 nouveaux grimpeurs sont arrivés du Japon, réalisant de nouvelles prouesses inédites sur le bloc, et notamment un certain Ritsu Kayotani, bien connu dans le milieu compétitif, avec son titre de champion du monde jeune et une finale de Coupe du Monde à seulement 19 ans,
Ritsu a touché du doigt un exploit dantesque, réaliser le bloc en une seule session, tombant la main dans la prise finale. Il s'agissait alors de son 3e essai, auquel on ajoutait un flash du premier mouvement lors de son premier, des progrès fulgurants rendus possibles par une parfaite maîtrise de la réplique 3D du bloc que le grimpeur avait longuement travaillé au Japon. D'ailleurs, son compatriote plus discret, Makoto Yamauchi, aura lui aussi connu de sacrées avancées en seulement quelques sessions grâce à ce pré-travail sur résine. Alors bien sûr, ce travail en amont sur une reproduction quasiment parfaite réduit le prestige de ses progrès, mais remet une question sur la table: est-ce qu'un flash du bloc après son travail sur la réplique serait toujours considéré comme un flash ? Honnêtement, j'en sais rien, et ça tombe bien puisqu'un autre grimpeur japonais a prévu de s'essayer au challenge, et pas n'importe lequel. Tomoa Narasaki, la légende du pays, est l'un des tout meilleurs grimpeurs japonais. Juste avant les championnats du monde, Tomoa avait d'ailleurs réussi à enchaîner la réplique, et connaissant ses performances, il ne serait pas étonnant que le flash soit dans un coin de sa tête. Rien que d'en parler, j'en salive déjà. Et toujours dans le reste des news, alors que les meilleurs grimpeurs du monde s'amusaient aux championnats du monde de Séoul, certains d'entre eux étaient punis. C'est le cas du Britannique Maximilian Milne, victime d'une fracture du pied quelques semaines avant le début des championnats, et forcément quand on est privé d'un événement important, eh bien on s'ennuie. C'est alors qu'un choix important d'activité s'offre à vous: faire une balade, jouer au Uno entre amis, aller faire un don sur le Tipeee KU TV, ou évidemment décider d'enchaîner un bloc côté 8B sans les pieds. Il avait peut-être pas de planeur. Et oui, car bien décidé de continuer à grimper des blocs extrêmes durant sa blessure, Maximilian aura réussi un défi fou: enchaîner le bloc The Ace 8B sans les pieds. Un record qui rappelle celui de l'italien Stefano Ghisolfi, qui avait réalisé en no-foot une voie côté 8A+ en Italie. Alors évidemment, en bloc, ce genre de record peut paraître un peu plus facile à aller chercher selon le profil du tracé. Pourtant ici, même si le bloc est très dynamique, avec 2 réglets de plaque et un jump en croisé pour aller chercher le top, les pieds semblent avoir une importance relativement importante au départ ainsi que dans l'impulsion du saut. En tout cas, c'est un sacré record réalisé par le Britannique et qui devrait tenir un bon moment. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et cette semaine, le grimpeur en forme s'appelle Leo Bo. Le Norvégien de 25 ans vient d'enchaîner la mythique voie Change 9B/+ sur le site de Flatanger en Norvège, mais également de réaliser la première ascension de Havgufa 9A+ dans la région de Trondheim. Et d'abord, on va parler de cette première ascension, pas vraiment comme les autres. D'abord personnellement, puisqu'il s'agit là de la first ascent la plus difficile réalisée par Léo, mais également en règle générale, puisque le profil de la voie est assez original. Un toit décomposé en 3 parties, dont 2 que Léo aura enchaîné sans corde grâce à une horde de crashpads au sol, mais aussi une plateforme en bois construite uniquement pour l'occasion. Des efforts colossaux donc pour arriver à cet enchaînement, sans compter les multiples allers-retours en bateau, seul moyen pour aller travailler la voie. Enfin, tout ça c'était sûrement bien moins fort en émotion pour le Norvégien que son ascension de Change, voie symbolique du monde de l'escalade, pour avoir été la première proposée 9B+, avant d'être aujourd'hui plutôt considérée comme légèrement plus facile, surtout avec l'utilisation de genouillères. Pour Léo, il s'agit donc de sa réalisation la plus difficile après des mois et des mois de travail dans la voie, lui qui vient de dompter l'une des voies les plus difficiles de son pays. Et deuxième très grosse croix cette semaine, avec l'enchaînement de la mythique arche Espontas 9A+ par le français Sam Richard à Majorque. Et oui, juste après sa performance honorable pour ses premiers championnats du monde, le français n'a pas perdu de temps pour se rendre à Majorque, clôturer un projet entamé il y a 1 an. En effet, déjà l'année dernière, Sam était au travail dans la voie en compagnie d'Hannes van Duysen et Mejdi Schalk, et si ces 2 compères l'avaient enchaîné, il lui aura fallu attendre d'y retourner pour concrétiser ses progrès dessus. Enfin, il s'agit là de sa réalisation en voie la plus difficile, même si le deep water reste une discipline évidemment très différente de la voie classique. Au passage, le français fait un petit clin d'œil à l'histoire, lui qui n'était pas né quand Chris Sharma réalisait la première ascension de la voie en 2007. À 8 ans, il rencontrait la légende américaine qui lui dédicaçait un sac à magnésie, le même qu'il utilisait pour signer la répétition de son chef-d'œuvre. 10 ans plus tard, la boucle est bouclée. Et on continue avec l'enchaînement de Permanent Midnight Low 8C+, par le grimpeur belge Simon Lorenzi sur le site de Fionnet en Suisse, deuxième au classement des grimpeurs avec le plus de réalisations en 9A. Simon continue d'étoffer son palmarès en enchaînant ce 8C+ libéré par Clément Le Chaptois il y a quelques années. Pour cela, il lui aura fallu s'acharner comme il sait si bien le faire après être tombé dans le tout dernier mouvement du bloc au bout de la nuit précédente. Le lendemain, il aura donc dû de nouveau s'employer pour l'enchaîner avant l'arrivée de la pluie. Juste le temps pour lui de flasher au passage le bloc Compass North 8B+, pour lui aussi s'affirmer dans la course aux flashs les plus difficiles au monde, particulièrement active en ce moment.
Et direction Arco en Italie où le très jeune italien de 16 ans Andrea Celleris enchaîne Ultimatum 9A+. À seulement 16 ans, Andrea en est déjà à son 3e 9A+ en carrière, un palmarès impressionnant pour son âge, même si concernant cette voie, il l'a décrit comme d'une difficulté modérée par rapport à ses autres 9A+, n'étant qu'une connexion entre deux voies existantes. Au passage, Andrea se sera fait peur, tombant quasiment sur le tout dernier crux de la voie, exténué et juste en dessous du relais. Enfin, c'est donc un nouvel enchaînement pour le jeune prodige qui annonce ne se dédier plus qu'à l'escalade depuis cette année, ayant arrêté sa pratique du ski également au haut niveau. Et on continue avec le coréen en forme du moment sur rocher Sung Sung Lee qui enchaîne Sosa 8C+ sur le site de Little Cottonwood aux États-Unis. Après Burden of Dreams 9A au printemps et Grand Illusion 8C+ il y a quelques semaines, Sung Soo récidive au top niveau et ajoute un 12e bloc à son palmarès entre le 8C et le 9A. Pour réussir l'enchaînement, il lui aura fallu 7 sessions en tout, tombant à 10 reprises sur le dernier jump. De quoi se frustrer, mais pas pour Sung Soo qui aura persévéré pour finalement se rétablir sur le top 2 jours avant son départ des États-Unis. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je l'ai dit en début d'épisode, vous le voyez, j'ai déménagé. Effectivement, je suis dans un nouveau studio, bien sympathique ma foi, et j'espère que ce nouveau décor vous plaît, même si, grosso modo, c'est l'ancien avec l'angle à droite, ou à votre gauche, je sais pas exactement. En tout cas, il n'est pas fini, il faut que je rajoute encore pas mal de trucs, j'espère que ça vous plaira, j'espère que le contenu de l'émission vous plaît toujours. On a encore beaucoup de grosses vidéos qui arrivent à la fin de l'année, au début de l'année suivante, encore après. Ça va être génial. Bref, si vous voulez rien rater de tout ça, abonnez-vous, laissez un commentaire pour nous soutenir, laissez un j'aime, allez nous soutenir sur Tipeee. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!